Donc moi je fais partie des Verts de Roubaix. Je suis deuxième sur la liste qui est conduite par Slimane Tir, donc qui s'appelle la liste ouvertement à gauche. Peut-être d'abord préciser que normalement, bien sûr, c'est Slimane qui devait être là, mais qu'on arrive un peu en fin de campagne et bon, il a chopé un mauvais microbe de grippe et bon, c'est pour ça que je le remplace aujourd'hui. Alors notre liste en fait est composée de gens, de Roubaisiens de toutes les couleurs, de tous les quartiers, de tous les âges, de tous les types de professions, de gens qui sont soit chez les Verts, soit qui sont impliqués dans la vie associative ou dans la société civile. Voilà. Pour ce qui est de la liste, on a une moyenne d'âge qui est assez jeune. Hein. Je crois qu'on doit être la plus jeune des listes qui se présentent en moyenne d'âge. Voilà. Le projet des Verts de Roubaix vous est présenté dans un document, voilà, que je montre à la caméra. Je ne sais pas si on verra. Voilà, voilà, donc vous pouvez. Alors, sachez que c'est un projet, en fait, on a été le premier parti politique à présenter pour ces municipales un programme et un projet pour Roubaix. C'est un projet qu'on travaille, en fait, depuis le mois de décembre. C'est pas les idées des Verts. C'est pas spécialement les idées des Verts, bien sûr il y a nos idées, mais c'est un projet qu'on a fait à partir de la rencontre qu'on a eue dans les quartiers, par des réunions d'appartements, par du porte-à-porte avec des Roubaisiens dans tous les secteurs de Roubaix. Et on a bâti ce projet à partir des remontées qui nous sont venues des gens. Donc les propositions que vous avez dedans, c'est peut-être pas celles que nous on aurait écrites directement, parce que vous savez on est écologiste, donc peut-être on aurait mis peut-être plus en avant cette dimension écologique, mais vraiment vous allez voir notre projet, nos deux priorités principales, c'est l'emploi et le logement, parce qu'en fait ce sont les priorités des Roubaisiens. Voilà, donc bien sûr on est écolo, on ne se refait pas, donc vous allez trouver en filigrane dans toutes nos propositions et la façon de voir le monde et de présenter les choses qu'on a une vision de transformation écologique de la société. Parce qu'on pense que les urgences écologiques aujourd'hui, c'est aussi les urgences sociales, elles se rejoignent beaucoup. Quand on voit la crise pétrolière, l'augmentation du coût de l'énergie, on voit bien que les premiers pénalisés, c'est les plus pauvres, c'est ceux qui ont du mal à payer leurs factures de chauffage et leurs charges de logement. Donc les choses sont souvent étroitement liées. Donc nos priorités, c'est l'emploi et le logement. Au gré des questions, je reviendrai, je ne vais pas rentrer en détail sur le programme. Dire que sinon, ce qui est au cœur de notre projet, c'est l'humain et notamment c'est la réussite et l'épanouissement de tous les Roubaisiens. Donc vous verrez en page centrale que ce sont les enfants, les mamans, les personnes qui sont mises à l'honneur et que vraiment ce sur quoi on veut travailler, c'est sur la réussite et que chacun vraiment puisse avoir l'égalité des droits pour réussir sa vie. Donc que ça soit par les cantines, par les centres aérés, que ça soit par l'école, que ça soit en s'épanouissant dans le sport, dans la culture, que chacun puisse réussir sa vie. Vous avez aussi tout un axe qui concerne la revalorisation du cadre de vie à Roubaix. Honnêtement, aujourd'hui, il y a des gens qui nous ont dit dans certains quartiers de Roubaix, on déprime. C'est triste, c'est gris, c'est moche. Alors bien sûr, au centre-ville, il y a eu des choses qui ont été faites et il y a parfois des belles choses à Roubaix. Mais ce n'est pas le cas partout. Et il y a beaucoup d'environnements qui sont quand même au quotidien des environnements que les gens perçoivent de façon un peu triste. Donc nous, on voudrait que la nature soit une nature de proximité, un cadre de vie, déjà la propreté, mais aussi de la verdure pour tous les Roubaisiens. Voilà, donc il y a beaucoup de propositions sur lesquelles je reviendrai. Et puis enfin, dernier aspect de notre programme, ce sont les droits. Les droits, c'est important. C'est les droits pour les plus démunis, c'est les droits pour les personnes handicapées, c'est les droits pour les personnes qui n'ont pas de voix aujourd'hui, par exemple les sans-papiers. C'est aussi les droits pour tous les Roubaisiens, notamment le droit d'avoir voix au chapitre. Alors pourquoi voix au chapitre? C'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de projets à Roubaix qui se décident. Et les habitants sont informés quand les projets sont faits. C'est-à-dire que même quand il y a concertation, à la limite, on peut choisir la couleur du papier peint, mais on n'a pas vraiment voix au chapitre. Donc nous, ce qu'on plaide, c'est pour qu'on redonne une forme de pouvoir aux Roubaisiens. Les gens ne sont pas bêtes et on peut réussir mieux ensemble. Il y a une forme d'intelligence collective et un élu ne sait pas tout, ne peut pas tout. Il est plus intelligent quand il écoute bien les gens qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils le vivent au quotidien. Donc nous, ce qu'on plaide, c'est aussi que les Roubaisiens puissent avoir voix au chapitre. Alors on parle de démocratie participative, c'est peut-être des grands mots, mais ça se traduit très concrètement, ça peut se traduire très concrètement.
Voilà, je ne sais pas à ce stade quoi préciser d'autre, sinon rentrer dans des propositions très concrètes. On va peut-être enchaîner sur les questions de Roubaisiens et peut-être pour changer de tout à l'heure, débuter sur un micro-trottoir. Donc en fait, on a réalisé, les volontaires de l'association Unicité ont réalisé pour nous des micro-trottoirs dans les quartiers et au centre de Roubaix. Ce micro-trottoir a été fait au niveau du boulevard de Strasbourg. Donc une Roubaisienne nous demande ce qui sera mis en place pour l'animation à Roubaix et des activités. J'aurais bien voulu qu'il y ait de l'animation pendant les week-ends, c'est-à-dire pour les gens, par exemple, qui sont souvent à la maison et qui s'ennuient, qui ne savent pas où aller, qu'il y ait des endroits comme la Belgique où on puisse faire une sortie, soit en couple, soit avec les enfants, soit... Ça nous changera parce qu'il n'y a rien le dimanche, tout est fermé, il n'y a que les parcs. Et les parcs, des fois, il fait froid. Là. C'est une période où il fait très très froid. Roubaisienne vous demande ce que vous allez proposer comme animation, ou mettre en place au niveau culturel, des infrastructures, pour occuper les Roubaisiens le week-end. D'accord. Alors, c'est vrai, moi je suis assez d'accord avec ce que dit cette dame, c'est-à-dire que Roubaix, quand même, bien que ça soit une très grande ville, il y a 96 000 habitants et des brouettes à Roubaix, ça reste quand même, on a l'impression que c'est une ville dortoir. C'est-à-dire que le soir, déjà, il n'y a plus un restaurant qui est ouvert. Et le week-end, c'est vrai que tout est fermé, il y a très peu d'activités. Alors bien sûr, pour ce qui concerne plus particulièrement le dimanche, ce dont parlait, je pense, cette dame, ou le samedi, il y a des clubs sportifs quand même qui sont ouverts. Donc on peut à Roubaix aujourd'hui faire du sport, avoir des activités sportives, on peut avoir des activités de plein air, mais des fois, effectivement, il fait froid. Alors qu'est-ce qui reste à faire? Nous, ce qu'on propose, c'est notamment de réfléchir à une formule qui permettrait d'ouvrir les salles de sport en dehors des horaires classiques, pour deux aspects. D'abord, pour faciliter l'accès aux salles sportives aux femmes. Les femmes ont des horaires décalés. C'est pas du tout les horaires de la population classique. C'est-à-dire qu'il faudrait pour le bien qu'elles puissent avoir accès aux salles de sport dans les creux quand les enfants sont à l'école. Donc il y a déjà cette réflexion-là. Et ensuite, on se dit qu'il y a certaines salles sportives où on pourrait peut-être, avec des systèmes de badges, permettre une ouverture le dimanche sans que ça nécessite forcément qu'il y ait derrière un encadrement coûteux et onéreux pour la collectivité. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut trouver des choses qui recréent de l'animation à Roubaix. Roubaix est une ville champignon paradoxale. Et je vais venir sur le problème de l'emploi, je pense que ça fera quand même le mien. C'est que Roubaix, en fait, a énormément d'emplois à proposer. Il y a plus d'emplois à Roubaix que de personnes actives en âge de travailler. Donc, quelque part, tous les Roubaisiens pourraient avoir un emploi. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un taux de chômage chez les Roubaisiens qui est largement au-dessus de la moyenne et qui est encore pire chez les jeunes. Donc, il y a vraiment un travail à faire pour que les emplois qui sont à Roubaix puissent être accessibles aux Roubaisiens. Ce qui fait que ce qui se passe dans la ville, c'est que les restaurants, par exemple, le midi, il y a un monde fou. D'ailleurs, il y a de la richesse à Roubaix puisque ces restaurants sont pleins. Et finalement, ils font leurs recettes, ils arrivent à vivre rien qu'en ouvrant le midi. Ce qui fait que le soir, il n'y a plus rien. Essayez de faire un truc sympa, genre ciné et puis une petite bouffe, franchement, c'est très difficile à Roubaix. Vous sortez du ciné, c'est noir, tout est fermé. Alors, bon, tout le monde ne sort pas le soir, mais c'est vrai qu'il y a quand même une population jeune à Roubaix. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on est condamné dans une ville de 96 000 habitants à aller à Lille? Tout le monde n'ira pas à Lille. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans des lieux plus onéreux, d'avoir le transport, même s'il y a le métro sur l'île. Donc, je pense qu'il faut recréer de la vie et de l'animation dans le centre-ville de Roubaix et même dans les quartiers. Alors, ce qu'on propose aussi, par exemple, pour les jeunes, en fait, ont besoin d'activités de qualité. Ils ne se retrouvent toujours pas dans les centres sociaux parce qu'il y a les plus petits, il y a des activités de nature familiale. Donc, ils ne se sentent pas forcément à l'aise. Ils ont envie d'un truc vraiment pour les jeunes. Donc, il y a le pôle de Shepherd qui a été mis en place. Donc, ils proposaient vraiment des activités de qualité pour les jeunes. Ce sont des activités encadrées. Nous, on propose d'en faire dans les autres grands quartiers de Roubaix, là où il n'y en a pas encore, de faire l'équivalent. Mais on propose aussi de proposer aux jeunes des activités qui ne sont pas forcément encadrées. Les jeunes, ils sont à l'âge où ils s'essayent un peu d'échapper aux contraintes. Il y a déjà l'école, etc. Ils ont plus envie de se retrouver de façon un peu autonome, avec des copains, en bande. Mais il n'y a pas de lieu pour les jeunes. Donc aujourd'hui, les jeunes, ils traînent, ils tiennent les murs, ils sont parfois dans des cages d'escalier où ils emmerdent les autres, excusez-moi de la grossièreté. Mais en fait, ils embêtent les autres, mais il n'y a pas non plus de place pour eux. Donc on propose par exemple de mettre en place, notamment en centre-ville, des cafés qui seraient dédiés aux jeunes.
L'idée, c'est de faire des cafés sans alcool, qui seraient des cafés à thème, café citoyen, café slam, café musique, café scopitone, café, je sais pas, jeux vidéo, tout ce qu'on peut imaginer. Pas forcément la mairie qui financerait ça, enfin qui créerait un café. L'idée, c'est plutôt que, c'est aussi l'idée que quelqu'un puisse créer son activité, tenir un café sans alcool, et la municipalité passe une convention. Et sa convention, on donne une petite aide et en contrepartie, il a une mission d'accueil des jeunes. Ce qui fait que les jeunes, là, ils vont comme ils veulent, ils vont dans les cafés comme des grands, mais simplement c'est un lieu où ils sont en sécurité, où il n'y a pas d'alcool et où en plus on peut faire peut-être des activités intelligentes. Donc on va enchaîner sur vos questions. Voilà, donc si vous avez une question à poser, Philippe. Bonjour, je m'appelle Philippe Lievas. J'ai 2 questions à vous poser. Moi, j'ai une question et une demande. Vous parlez de la jeunesse, mais il me semble que dans le mandat qui est passé, vous étiez élu donc à la jeunesse, il me semble bien. Et les propositions qui ont été faites pour la jeunesse n'ont pas été tenues, ou pas vraiment tenues. Vous n'avez pas fait beaucoup de propositions, donc, puisque vous dites qu'il n'y a rien pour les jeunes. Moi, je dis qu'il n'y a pas assez. Tounes n'était bien élu. Ah, d'accord, vous parliez de Tounes Rem. Donc, moi, je n'étais pas élue à la municipalité, je tiens à préciser. Je parle des gens de chez vous. D'accord, donc effectivement, l'adjointe à la jeunesse était Tounes Rahim, et je pense qu'il y a eu vraiment un travail qui a été commencé. D'abord, il y avait énormément d'associations de jeunes qui étaient des associations de jeunes, on va dire, un peu fantomatiques. Donc je pense qu'il y a eu aussi une certaine remise à plat des conditions de fonctionnement et d'aide aux associations de jeunes pour qu'il y ait un vrai travail de fait quand il y avait des subventions de la municipalité. Et ensuite, c'est vrai, il a fallu du temps pour le sortir, mais le pôle de chez Père qui a été créé dans le quartier de l'Épeu, on en est très fiers. On trouve que c'est un pôle qui fonctionne extrêmement bien, qui est en plus d'un coût extrêmement intéressant pour la collectivité locale. C'est-à-dire que quand on regarde le coût en fonctionnement de ce bâtiment par rapport aux services rendus pour l'accueil de la jeunesse, c'est ce qui nous a permis de nous dire, ce qu'on a réussi sur le quartier de l'Épeu, maintenant on va le faire sur les autres grands quartiers. Un sur les quartiers nord, un sur les quartiers des Trois Ponts, un sur les quartiers sud, un sur les quartiers, puis on dit dans les 4 grands secteurs. Donc on est fiers de cette politique-là. Moi je ne dis pas qu'on n'a rien fait, mais par contre, moi je considère qu'on a fait un bout du chemin. Les problèmes de la jeunesse sont immenses à Roubaix. Parlons par exemple des associations sportives. Aujourd'hui, il y a quand même énormément, je crois que c'est, je sais pas, 1300, je sais plus combien le chiffre. Je sais que je l'avais noté le nombre de sportifs à Roubaix. Je vais vous le trouver. Donc il y a 1300 sportifs à Roubaix inscrits dans les clubs. C'est quand même dedans beaucoup de jeunes. Il faut savoir qu'à Roubaix, on a vraiment quand même un vivier de talent dans le domaine sportif qui est incroyable. On a des champions. On a vraiment des gens qui sont sortis du lot. Donc notamment dans les clubs sportifs qui sont dans les quartiers, ils ont des sacrés résultats. L'AS Trois Ponts, Barbe d'Or, l'Homelet. Je pense qu'on peut vraiment être fiers de ce qui est fait dans les clubs sportifs de quartier. Je ne parle pas du futsal. On était quand même 3 fois champion de France. C'est quand même pas tout à fait anodin. Je veux dire, on a vraiment des talents, mais il faut quand même bien constater que ces clubs, au plus on fait du sport de masse et qui parfois ont des gens qui sont très engagés en tant que bénévoles, font un vrai travail auprès des jeunes dans les quartiers, sont pas assez aidés. De notre point de vue, ils sont pas assez aidés. Nous, on veut complètement revaloriser et on veut doubler les subventions aux clubs, notamment sportifs, quand ils ont des résultats, quand on voit qu'il y a un fort engagement de bénévoles, il y a des parents qui se dévouent, il y a des animateurs, il y a des éducateurs sportifs. Et puis, quand on voit qu'ils ont une fonction en matière de sport de masse, c'est-à-dire ils accueillent vraiment les jeunes du quartier, ils essayent de bâtir avec eux des choses intéressantes. Donc, c'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait finalement 3 clubs qui arrivent à pomper 2 tiers des subventions municipales. Donc, nous, notre projet sur les clubs sportifs, c'est de rééquilibrer et puis pouvoir toucher un peu mieux aider les clubs sportifs de quartier. Et quand je dis de quartier, c'est pas du tout péjoratif parce qu'ils ont vraiment des résultats et c'est formidable ce qu'ils font. Et ma deuxième question, je l'ai posée tout à l'heure à vos collègues qui étaient là, et c'est de savoir quelle est la politique que vous mèneriez pour les personnes handicapées sur la ville de Roubaix, au niveau du logement, de l'accessibilité dans les lieux publics et au niveau des salles sportives, puisque cette année, pour les jeunes, il n'y a pas eu grand-chose par rapport aux services pour les personnes handicapées. C'est vrai que ce problème est récurrent sur la ville de Roubaix. Et qu'est-ce que vous pensez faire et si vous avez un projet là-dessus? Bien sûr, nous c'est dans notre programme, c'est respect des droits et solidarité, une ville pour tous. Une ville pour tous, c'est aussi une ville pour les personnes handicapées. Et quand je parle des personnes handicapées, c'est bien sûr des personnes en fauteuil roulant, mais il n'y a pas que ça.
Je veux dire, quand on vieillit, on a moins de mobilité. On peut plus facilement buter sur une bordure. Des pavés qui se déchaussent, c'est plus grave. Quelqu'un qui a une canne, ou même tout simplement une maman qui a une poussette et qui conduit ses enfants, ça devient dur. Donc quand on dit on va mener une politique d'accessibilité pour les personnes handicapées, enfin on va dire d'ailleurs les personnes à mobilité réduite, quelque part ça concerne le confort de tout le monde. Et ça, c'est important. Donc, nous, on trouve qu'il y a eu beaucoup de retard dans Roubaix là-dessus. Regardez l'ensemble des bâtiments publics. Pourtant, il y a des normes obligatoires. Alors, tous les bâtiments neufs sont aux normes, mais il y a vraiment un plan de rattrapage à faire pour les bâtiments existants. Donc, mettre les rampes d'accès. Et puis, penser aussi à toutes les formes de handicap. Il y a des personnes qui sont aussi aveugles, il y a des personnes qui sont malentendantes, il y a des lieux dans la ville qui sont dangereux. Et puis, je pense aussi, au-delà des personnes handicapées pour leur mobilité dans l'espace public, qu'il faut faire attention aux personnes fragiles que sont les enfants. Les enfants ont des réflexes que n'ont pas les adultes. Et donc, il faut que les lieux, notamment aux alentours des écoles, soient très sécurisés. Alors, ça, c'est pour l'accessibilité dans l'espace public. Après, il y a la question de l'accessibilité dans le logement. Moi, je pense que dans tous les programmes aujourd'hui, quand il y a réhabilitation, ou quand il y a reconstruction, ou quand il y a construction, il doit y avoir toujours une part de logements qui sont équipés, adaptés aux personnes handicapées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une largeur de porte suffisante pour qu'un fauteuil puisse passer. Donc, on n'est plus à 80 cm, on doit être à 1 mètre. Ça veut dire des douches où on peut rentrer avec un fauteuil, qui sont à niveau. Ça veut dire éviter les seuils, ça veut dire une facilité d'attraper les équipements de la cuisine, les poignées de porte. Ça veut dire aussi un système qui permet aux personnes de voir qui sonne chez elles, pour que ces personnes se sentent en sécurité, puissent savoir quand on sonne, puissent répondre et puis ouvrir ou ne pas ouvrir, qu'elles ne soient pas embêtées parce qu'elles sont gênées. Voilà, bon, ceci étant, il y a plein de formes de handicap très différents, et moi je pense à tous les handicaps. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont des graves problèmes que les parents aimeraient garder chez eux et où c'est compliqué. Je pense aux enfants autistes, je pense aux enfants trisomiques, et la place de l'handicapé dans la ville, c'est la place de la différence et c'est la richesse de la différence dans nos vies. Donc c'est vraiment très important qu'ils soient là à côté de nous et qu'ils fassent simplement partie de la vie. Présence dans les écoles. Ils sont aujourd'hui de plus en plus accueillis dans les écoles. Voilà, et je pense que c'est nos amis dans la ville. Donc on va enchaîner sur la question de Laïla qui a levé la main en premier. Je voulais vous poser la question sur la humaniser sur la rue et dompter la voiture. Est-ce que vous êtes aussi comme certaines villes de l'Europe à faire payer les gens qui rentrent avec leur voiture en ville? Le problème du péage urbain, je pense qu'il est posé dans les très grandes villes de type Londres ou Paris. Nous, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Je veux dire, ça ne concerne pas Roubaix, le péage urbain. Donc je pense que le problème ici ne se pose pas. S'il devait être posé, il devrait être posé à Paris. Ça s'est fait à Londres. Quand vraiment la situation devient inextricable et quand le taux de pollution est tel qu'il agit sur la santé des gens, et c'est toujours les plus fragiles qui va toucher, personnes âgées, malades, jeunes enfants, maman enceinte, alors là, il faut peut-être agir et faire quelque chose. Donc la question se posera par à Roubaix, ça n'a pas de sens pour moi. La question ne se pose pas comme ça. Par contre, dompter la voiture, c'est simplement avoir un partage de l'espace équitable. Dans la vie, il n'y a pas que la voiture. Il faut que les voitures passent, puissent se stationner. Mais il faut penser aussi qu'il y a des gens qui sont à pied, qui n'ont pas de voiture. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Il y a même de moins en moins de gens qui auront les moyens d'avoir une voiture. Donc il faut leur proposer une alternative. Il y a des bus qui doivent être confortables, sécurisés et qui doivent rouler pas dans les embouteillages. Donc il faut leur réserver des couloirs de bus et il faut qu'ils soient quelque part prioritaires dans la circulation. Ensuite, il y a le vélo. Aujourd'hui, faire du vélo à Roubaix, c'est extrêmement dangereux. Nous, vraiment, si on a un regret sur ce mandat qui s'est écoulé, c'est sur la politique en faveur du vélo. Il ne s'est rien fait. De temps en temps, on peint un petit bonhomme par terre. C'est ça qui protège, qui permet une circulation du vélo. Non, c'est extrêmement dangereux de rouler aujourd'hui à Roubaix en vélo. Donc vraiment, là-dessus, on fera un effort vraiment très particulier. Nous, on propose 100 km de pistes cyclables. Regardez, ce boulevard qui a été aménagé, c'est un échec. Aujourd'hui, c'est plus beau. On ne va pas dire que c'est pas beau. Mais franchement, ça a coûté le même prix de mettre une piste cyclable. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? À l'époque, quand le boulevard a été aménagé, nous, on a protesté, on a voulu qu'il y ait la piste cyclable. On ne l'a pas obtenue. On ne gagne pas toujours. Hein. Même quand on est dans une municipalité, la voix, ce qu'on défend n'est pas toujours écouté ou entendu.
Ça ne veut pas dire qu'on a toujours raison sur tout, mais là, je vous assure qu'on a raison sur ce coup-là. Ça, j'en suis sûre. Donc voilà, dompter la voiture, c'est aussi simplement partager mieux l'espace urbain et que les piétons, les cyclistes, les personnes à mobilité réduite et les transports en commun, on y accorde un peu plus d'attention que ce qui existe actuellement. Et notamment, ce qu'on propose, nous, pour les quartiers, c'est de faire à Roubaix 100% de quartiers tranquilles. Alors vous allez dire, c'est pas possible. Alors quartier tranquille, ça veut dire zone 30. On roule à 30 à l'heure et on partage l'espace. Et la voiture, finalement, permet beaucoup plus facilement que les vélos circulent, c'est moins dangereux, que les enfants traversent, etc. Alors c'est hors les grands axes, mais c'est possible de le faire dans tous les quartiers de Roubaix. Donc on enlève les grands axes où là, il y aura une circulation classique, et partout ailleurs, on fait des quartiers tranquilles. Alors pourquoi c'est possible? Une ville comme Zurich, 200 000 habitants, l'a fait en un an, avec des moyens provisoires dans un premier temps, après avec des aménagements durs. L'a fait en un an, Zurich, 200 000 habitants. À Roubaix, ça existe. Ça existe, par exemple, dans le quartier du Nouveau Roubaix. Vous regardez les îlots intérieurs de ce qu'on appelle les HBM. Aujourd'hui, c'est en zone 30. Donc, vous avez des plateaux surélevés, vous avez des barrières à certains endroits dangereux, et tout est mis en zone 30. Quand on est en zone 30, les voitures sont ralenties. Donc, déjà, pour le vélo, c'est plus sécurisant. Pour les enfants marcher ou traverser, c'est plus sécurisant. Et puis, ça diminue le bruit. La vitesse, enfin, je veux dire, c'est que du bénéfice et ça diminue aussi la pollution. Parce qu'au plus on appuie sur l'accélérateur, au plus on rejette des polluants. Donc avant de passer à la question suivante, je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent interagir à ce débat en posant leurs questions au travers du chat sur irc.free.fr sur le canal La Télé de Roubaix. Voilà. Donc on enchaîne sur la question d'Antoinette. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de gens handicapés parce que ma soeur y habite un appartement et son mari à l'époque n'était pas malade. Donc maintenant, il est très malade et puis il vient un handicap, c'est une séjour roulant. Il est avec une séjour roulant et c'est une maison de repos. Mais la question elle est là parce que quand je l'amène chez ma soeur, à la maison, il y a 3 marches. Oui. Donc avec la séjour roulant, on est obligé de prendre mon beau-frère qui à peine il fait à pas. Donc ma soeur lui a demandé, alors je suis si on peut faire un séjour roulant, parce que maintenant c'est obligé pareil. Mais le logiciel il a dit qu'il a répondu que c'est très très cher à faire ça. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Donc, voilà. Qu'est-ce qui est cher? De faire une rampe. Pour les... Extérieure ou intérieure? À l'extérieur. À l'extérieur. Non, à l'intérieur. À l'intérieur. À l'extérieur, il n'y a rien, c'est beau. À l'intérieur, il y a 3 marches. Et puis après, écoutez, moi je vais vous dire mon sentiment. Logicile, d'où vient son argent, d'où vient sa richesse? L'argent de Logicile, il vient des loyers que payent les locataires. Et vient aussi d'une cotisation, ce qu'on appelle le 1% patronal, qui est prise, cotisation logement, qui est prise sur les fiches de paye des salariés pour aider à favoriser le logement des personnes salariées. Logicile a de l'argent. Je ne sais pas combien ça coûte, mais à la limite, je suis désolée, on ne va pas mettre une rampe en or massif. C'est quand même un peu de béton et du carrelage ou un lino. C'est que ça me paraît quand même pas une dépense somptuaire ou somptueuse. Donc, et puis en plus, moi je pense qu'un bailleur se doit d'avoir dans son parc un volant raisonnable de logements qui sont adaptés au handicap. D'autant qu'il y a les personnes handicapées, mais il faut savoir qu'on est quand même une population vieillissante. Donc de plus en plus de personnes vieillissent et ont des problèmes de mobilité. Voilà, de l'arthrose, on s'est plus baissé. Donc je trouve qu'un bailleur social, il y a le mot social dedans. Ça veut dire bien qu'on on fait pas ça pour le profit. On fait ça parce qu'il y a des besoins en logement et qu'on veut satisfaire aux besoins humains. Donc, je pense que c'est vraiment là, Logicile, il pourrait faire un effort sur la question de la rampe. C'est un petit il va le faire parce que ça vient très cher, parce qu'il va démolir les marches, il va démolir aussi, il va changer les portes. Ben oui, et alors il son argent, il dit qu'il ne peut pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais moi je trouve ça. Alors, ce qui est lamentable dans ce genre d'histoire, c'est toujours le pot de fer contre le pot de terre. Enfin, le pot de terre plutôt contre le pot de fer. Moi, je pense que, madame, vous devez vous faire assister des associations de défense du logement, le droit au logement, la CSCV, la CNL. Il faut remuer un peu les comités de quartier, tout ça, vous faire aider et que votre demande, elle soit appuyée, qu'elle fasse un peu de bruit. Malheureusement, c'est parfois comme ça que les choses aboutissent. Moi, je préférerais qu'elles viennent par la raison et par naturellement, mais...
Donc on va enchaîner sur une question micro-trottoir, donc justement d'une personne âgée qui se pose des questions sur les commerces de proximité et justement sur l'accès au transport en commun pour les personnes vieillissantes. Les magasins de proximité ici au boulevard de Strasbourg, ça manque, c'est formidable. Ensuite, il y a Transpol qui devrait se pencher un peu sur le cas des personnes âgées et mettre à disposition un bus quelconque, un arrêt de bus. Par exemple, il y a, avant la construction de ce boulevard, il y avait l'arrêt de bus qui était juste à l'emplacement de l'église du Sacré-Cœur qui était démolie. Et ça servait, c'était parfait pour les personnes âgées pour se rendre, enfin les personnes âgées et les autres, pour se rendre à la place. Où là, il y avait toute une série de bus qui partaient en étoile dans toutes les directions. Mais ici, on est bloqué. D'abord sur le bus. Moi, je trouve que ce que le monsieur montre là, finalement, c'est que on peut penser les politiques publiques et mettre des lignes de bus comme ça, les concevoir dans les bureaux à Lille. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de les concevoir à partir des besoins des habitants. Donc nous, ce qu'on préconise, et ce qui a d'ailleurs été mis en place, mais il faudrait que les gens les utilisent, c'est de mettre en place des comités d'usagers. Parce que par ligne, on peut très bien, enfin moi je sais au conseil régional où je suis élue, on a mis en place des comités d'usagers par ligne de chemin de fer. Comme ça, les gens qui sont intéressés, qui ont besoin de ce service, eh ben, ils ont leur mot à dire sur les horaires, sur les arrêts, sur le confort, sur la sécurité, sur les tarifs. Et moi je trouve qu'ici, il devrait y avoir un comité d'usagers des transports en commun roubaisiens pour faire remonter tous ces besoins. Parce que ce besoin, peut-être que finalement, personne ne l'a jamais dit à Transpol, quoi. Donc comment on est capable de faire remonter les besoins des habitants et puis de les plaider au niveau de Transpol. Mais c'est vrai que ça, enfin, moi j'ai rien à dire. Moi si j'étais directeur de Transpol, je dirais ok monsieur, je vous rajoute l'arrêt. Mais bon, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas où est l'autre arrêt le plus proche, je ne sais pas très bien. Et quelles sont les actions possibles au niveau de la municipalité pour que justement ces personnes... Eh ben, moi, si j'étais maire, mais c'est pas moi, j'espère que ça sera Simantir. Alors voilà, au lendemain des élections, moi je mets en place un comité des âgés des transports en commun de Roubaix pour faire un dialogue et un rapport de force avec Transpol et la communauté urbaine. Et ce monsieur, je l'invite. Voilà. Alors sur les commerces de proximité, moi je trouve que Roubaix c'est très compliqué de ce point de vue-là. Roubaix a une énorme chance, c'est que par rapport à des tas d'autres villes, il y a du commerce, il y a eu des rues très vivantes et très commerçantes dans d'autres quartiers. Gardez quand même, essayez de vous rappeler dans le temps pour les plus anciens, ce qu'a été la rue de l'Alma, ce qui est aujourd'hui le boulevard de Fourmies, ce qu'était la rue de Lannoy. Moi, ma grand-mère me parlait de la rue de Lannoy, mais les gens venaient de partout faire leurs courses rue de Lannoy. On venait de Tourcoing et même de Lille, hein. Je vous assure, hein, c'était... On a la rue de l'Épeuple, on avait maintenant, aujourd'hui, c'est pratiquement mort, c'est triste à dire, mais enfin la rue Jules Guel, et ça, c'est quelque chose de très rare, c'est vraiment quelque chose de très roubaisien. Et la rue de la Vigne. Et la rue de la Vigne, bah oui, la rue de la Vigne, la rue de l'Omelay, bah oui. Non mais c'est étonnant. Et aujourd'hui, tout ça est en train de péricliter. Alors c'est vrai qu'il a fallu consolider le centre-ville. C'est vrai qu'il fallait le faire. Au centre-ville, c'était devenu terrible, c'était une dépression. Il y avait Roubaix 2000 qui avait fermé, donc il fallait faire quelque chose pour le centre-ville. Mais maintenant, il faut vraiment agir et il faut requalifier le commerce de proximité. Alors nous, on a deux priorités. C'est vrai que ça ne sert à rien de dire on va remettre du commerce partout. Après tout, un élu, c'est pas lui qui va créer, ouvrir le commerce et le faire fonctionner. Il faut des entrepreneurs. Et encore, quelqu'un veut ouvrir un commerce, il faut que son commerce il puisse en vivre. Donc nous, on s'est mis comme priorité trois choses. C'est la revitalisation de la rue de Lannoy, la revitalisation de la rue de l'Épeuple. On va dire que le boulevard de Fourmies, ça marche bien tout seul. Et tout le travail autour des marchés. Parce que quand il n'y a plus tellement de commerce de proximité, au moins des marchés vivants et animés dans tous les quartiers, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire sur la rue de la Masse, sur la rue de la Vigne et dans des endroits comme ça. Mais on s'est dit quand même, on va mettre le paquet, on va essayer de sauver rue de Lannoy, rue de l'Épeuple dans un premier temps. Mais un loft, ça ne fait pas d'animation, ça contribue à la ville dortoir, je suis désolée. C'est bien, moi les usines, elles ne sont pas démolies comme ça. Mais c'est pas ça qui fait de la vie. Les lofts, c'est des Lillois qui viennent habiter à Roubaix, qui consomment sur l'île. C'est ça qui se passe. Voilà, enfin, moi je suis contente que les usines ne soient pas démolies, mais les lofts, c'est pas ça qui va faire vivre Roubaix. Monsieur Maïk, vous aviez une question ?
J'en ai deux. La première question, vous parliez tout à l'heure de la jeunesse, enfin de la jeunesse, et puis même de toute la population. Vous savez que c'est très disparate. Il y a beaucoup de, comment dirais-je, de nationalités représentées. Oui. Alors comment se fait-il qu'un cinéma comme le Duplex ne passe que des films français ou américains? Et lorsqu'on demande pour avoir des films en version originale, des films de différents pays et des ciné-clubs, c'est le silence total. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, vous faites des projets. Très bien, mais je dis tout de suite, pour faire des projets, il faut avoir de l'argent. Vous savez très bien que la ville de Roubaix n'est pas en position, disait quelqu'un, rouge ou vert, enfin, elle est en position orange, disons, pour être généreux. Alors, vous savez également, parce que c'est très bien d'avoir des projets ici locaux, mais vous savez qu'est-ce qui menace non seulement la France, mais tous les autres pays, c'est un chaos financier. C'est-à-dire qu'actuellement, il va y avoir une catastrophe financière si des décisions ne sont pas prises en hauteur. Alors, il faudrait également que Roubaix, avec ses problèmes, agisse même aussi au point de vue, comment dirais-je, national, pour revenir au système Bretton Woods, comme avait fait, comment on va dire, faire Roosevelt en 1933, si vous voulez. Hein? Et alors, deuxièmement, aussi contre les guerres, parce qu'il y avait des guerres catastrophiques, de faire une politique internationale de grands travaux, où justement, chaque ville, ici même en France, pourrait apporter quelque chose. Et ça n'est pas fait non plus. Oui, c'est mieux. Bon. Mais il y a déjà beaucoup de questions dans ce qu'a dit monsieur, parce qu'il y a au moins 3 ou 4 questions différentes, donc je vais essayer de répondre. D'abord, le cinéma. Moi, je suis pour un cinéma de qualité et surtout un cinéma de la diversité culturelle. C'est vrai qu'ici à Roubaix, on a cette chance d'avoir une centaine de nationalités, et pour moi, c'est vraiment une richesse. Donc, simplement, si on se côtoie sans se connaître, en quoi ça bâtit la richesse ? On n'est pas riche puisqu'on ne se connaît pas, on se côtoie sans se connaître. Donc moi je pense que ce serait vraiment très intéressant qu'au Duplex, effectivement, il y ait une ouverture sur les cinémas du monde, sur les versions originales, et qu'on ne fasse pas simplement que des films commerciaux ou à grand succès. Ceci étant, le Duplex, il faut qu'il arrive à vivre, il faut qu'il soit rentable. Donc c'est normal qu'il présente des films qui drainent du monde, Bienvenue chez les Ch'tis et tout ça, ou les dessins animés pour les enfants. C'est important parce que rappelez-vous, il y a eu un moment, il n'y avait plus du tout de cinéma à Roubaix. C'était une catastrophe. Oui, il y en a eu. Mais il y a eu plusieurs. Il y avait dans la Grande Rue, il y en avait un Roubaix 2000. Enfin, il y a eu beaucoup de... Il y a eu un moment donné, mais il y a eu un moment où il n'y avait plus rien du tout. Et ça a été finalement quand même une victoire que d'avoir à nouveau un cinéma, le Duplex à Roubaix, qui tourne quand même pas mal, même s'il est un peu vivotant. Ça marche bien, mais c'est pas encore totalement sûr. Alors, il faut savoir qu'en plus, il y a quand même eu des actions, comme dit monsieur. Je sais qu'il y a eu un cinéma, un festival de cinéma qui a présenté tous des films, je sais plus quel était l'intitulé, mais enfin des films qui venaient du Maghreb, mais vraiment des films de qualité. Ouais, voilà, vraiment des films de qualité qui permettaient de montrer les auteurs venant de ces pays, les auteurs contemporains ou les auteurs plus anciens. Et c'est vrai qu'on méconnaît ça, et que voilà, moi je pense que ça, faut le développer. Donc pour le cinéma. Ensuite, l'autre question que vous disiez, il y a beaucoup de propositions, il faut savoir les payer, la ville de Roubaix n'est pas riche. Toutes les propositions qui sont dans notre programme, nous, on est capable de démontrer, ou en tout cas d'expliquer comment on compte les financer. Voilà. Donc quand on dit, on veut que tous les enfants puissent avoir accès à la cantine, et quand on dit qu'on va faire les cantines gratuites pour les plus démunis, et baisser les tarifs de 30% pour tout le monde, eh ben, on sait comment le faire. Donc par exemple, pour baisser de 30% les cantines, moi j'ai les chiffres, hein. Je vais vous les donner très concrètement. Alors pour pouvoir faire une baisse de 30% du prix de la cantine, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, hein. Mais après il faut être concret, hein. C'est quoi, comment améliorer le pouvoir d'achat? Baisser de 30% la cantine, ça coûterait au budget de la municipalité 400 à 500 000 euros par an. Et où est-ce qu'on va les prendre, ces 400 à 500 000 euros par an? Ben, il y a 1,8 million de budget de communication. Nous, on va prendre un quart du budget de communication, et ça va nous servir à financer la baisse de 30% des cantines. Voilà, et vous pouvez me poser d'autres questions. On sait comment financer les propositions qu'on avance. C'est à un moment donné des choix politiques aussi. Voilà, donc nous, on veut vraiment agir concrètement sur le pouvoir d'achat. Et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir sur tout, mais il y a des choses sur lesquelles une ville peut agir. Les tarifs des centres aérés, les tarifs des cantines, c'est concret pour les gens. Aider les gens, une autre mesure. Moi, vous savez, je suis une amoureuse du patrimoine, je suis urbaniste. Moi, j'adore les vieilles maisons de Roubaix. Je trouve que c'est une ville qui est belle. Je trouve qu'il y a eu des beaux efforts qui ont été faits sur les façades et tout ça.
Mais je vais vous dire, aujourd'hui, on est dans une situation de difficulté extrême. Il y a le réchauffement climatique et il y a le problème de pouvoir d'achat des personnes. Et les factures des ménages sont en train d'exploser sur la question des charges et du chauffage. Alors à un moment donné, il faut faire des choix. Et bien que je sois amoureuse des pierres, moi je dis dans le mandat prochain, la priorité, c'est cet argent qu'on met sur les primes façades, on va le donner pour que les gens puissent isoler leur maison. Donc voilà, on privilégiera l'isolation des maisons pour tous les Roubaisiens. Les toits aujourd'hui, c'est des passoires. Si vous faisiez des photographies infrarouges de la ville de Roubaix, vous verrez que la ville de Roubaix, c'est une passoire à chauffage. Donc c'est donc une passoire pour vos porte-monnaies. Ça veut dire que tout cet argent, il s'en va pour rien. Donc nous, on va réorienter la priorité sur l'isolation. C'est une forme de choix politique, mais ça veut dire quand même on peut faire des choses. L'argent, c'est parfois de réfléchir comment on veut l'utiliser. Après, vous posez une dernière question sur la situation internationale. C'est vrai que c'est extrêmement difficile pour une municipalité d'avoir un rôle à l'international, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose. Vous savez que les Verts sont très attachés à avoir une réflexion sur le monde qui relie le global, ce qui se passe à l'échelle planétaire, avec la pauvreté, la détresse du tiers-monde, le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, la misère et la guerre, vous voyez ce qui se passe au Soudan, vous voyez ce qui se passe en Palestine, et de relier ça avec le local. Et on pense que s'il y a des injustices au niveau mondial, il y a aussi des injustices ici. Quelque part, on est tous un peu dans le même bateau. La France est le 6e pays le plus riche du monde. Ça veut dire qu'on a quand même une responsabilité à l'égard du reste de la planète aussi. D'abord parce qu'on ne vit pas tout à fait comme les Américains, mais on vit au-dessus de nos moyens. C'est-à-dire que si tout le monde vivait comme les Français, on consommerait ce qu'on appelle 3 planètes. C'est notre empreinte écologique. On ne doit pas consommer 3 planètes, on doit consommer une seule planète. Voilà, donc il faut déjà que nous, on rabaisse un petit peu, qu'on soit plus économe dans notre mode de vie. C'est nous qui allons gagner en premier, hein. Ça nous coûtera moins cher, hein. On pourra utiliser autrement nos ressources. Et puis la responsabilité qu'on peut avoir, c'est aussi par une politique, je pense, de coopération internationale. Et donc là, dans le mandat qui s'est écoulé, il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a plusieurs coopérations internationales et jumelages de la ville de Roubaix. Bon, je pense que le dernier qui a été fait, c'était avec Bouira, donc Bouira, une ville d'Algérie. Et bon, il y a eu aussi des actions, quand il y a eu le tremblement de terre, il y a eu pas mal de choses qui étaient faites avec les associations, avec la ville, on a reconstruit une cantine. Donc il y a des actions très concrètes qu'on peut faire pour aider. C'est vrai qu'on a l'impression parfois que les problèmes du monde sont tellement énormes qu'on ne sait pas par où commencer. On a l'impression qu'on va ramasser la misère à la petite cuillère, mais c'est pas vrai. Je pense qu'on peut avoir des actions concrètes. Et à chaque fois qu'on améliore la situation dans un village ou pour une famille, eh ben, je pense qu'on peut être fier. On va enchaîner sur la question de Christiane. Oui, moi je voulais vous parler parce que si vous êtes élu, vous allez faire quoi au niveau de la rue de Lille? Parce qu'en ce moment, on est en guerre avec le maire de Roubaix, parce qu'il veut supprimer les parkings, les stationnements des voitures qu'il y a de chaque côté. La rue, elle est déjà en sens unique. Il n'y a qu'un sens. Le problème, c'est qu'il veut enlever ces places de stationnement pour rallonger les trottoirs. Mais les voitures, quand ils vont vouloir se stationner, sur où ils vont passer? Sur le trottoir. Et les personnes qui sont à mobilité réduite comme moi, ou les personnes avec des enfants en poussette, ils vont faire comment pour passer sur le trottoir si les voitures se garent? Et deuxième question, au niveau de la mairie, les marches, quand on est dans des problèmes, comment on fait pour les pointer? Ils ne peuvent pas faire une rampe spéciale pour nous? Non, mais je vais répondre tout de suite à la question de la mairie. Normalement, en mairie, vous pouvez accéder parce que vous rentrez sur le côté. Et là, vous avez de toute façon un ascenseur. Donc, vous allez directement aux étages qui vous intéressent par l'ascenseur. Oui, mais quand on voit le service des cartes d'identité pour faire les cartes d'identité... Ah, de l'autre côté, à l'état civil. Pour à l'état civil... Alors là... Ah oui. Mais alors, comment faire pour... J'avoue que là, je connais pas bien. Je suis très surprise. Je serais très surprise qu'il n'y ait pas une solution qui ait été prévue, mais maintenant, j'avoue mon ignorance. Je ne sais pas. Alors, au niveau du stationnement, on avait aussi une question, on va peut-être pas le diffuser, de Roubaisiens, enfin de Roubaisiennes, de personnes âgées, qui se plaignaient du manque de places de stationnement et justement aux abords des lieux culturels tels que la Condition publique où il y avait anciennement un parking et aujourd'hui il n'y en a plus.
D'accord. Alors, je répondrai quand même à la question de Madame rue de Lille, hein, parce que je connais bien la rue de Lille, c'est pas loin d'où j'habite, et moi je me suis battue dans mon boulevard pour qu'on ait justement une meilleure répartition des usages de l'espace public. Je vous le dis parce que vraiment j'en suis extrêmement convaincue, je sais que c'est possible. Je pense que rue de Lille, on peut avoir un double stationnement, des trottoirs, des plantations et une vraie piste cyclable. Je connais la largeur de la rue, je pense que tout est possible. Il faut faire un ajustement très fin de toutes les fonctions. Et je pense que c'est possible à la fois d'avoir la piste cyclable, d'avoir des plantations, chose que la ville ne prévoit pas à mon énorme regret, et d'avoir en même temps de conserver le stationnement. Au pire, il y aura peut-être quelques places de stationnement qui risquent de disparaître de façon ponctuelle parce qu'il y a des entrées carrossables ou parce qu'on va mettre un arbre. Mais bon, dans l'ensemble, on doit pouvoir retrouver la même capacité de stationnement, mais améliorer l'environnement, mettre des plantations et une piste cyclable. Oui, mais en ce moment, c'est très difficile de circuler. Avec les travaux, c'est l'horrible. Au début de la ville, quand on arrive de la non, mais j'ai bien vu, madame. Mais là, parce que là, ils sont en train de faire des travaux. Oui, mais c'est particulier. Malheureusement, quand il y a une période de travaux, il y a des gênes pour les riverains. Ça, je suis désolée, c'est assez difficile de faire des travaux sans chantier, quoi. Voilà. Et puis la deuxième question, c'était sur... C'était justement sur le stationnement à côté de la condition publique. À côté de la condition publique. Il y a un énorme problème à la condition publique. Quand il y a les concerts, ça vient de partout, ça regarde n'importe comment. Puis je vous dis pas dans quel état parfois certains jeunes sortent. Et puis il y a aussi le vendredi soir, il y a quand même la mosquée qui est sur cette place et il y a aussi des problèmes de stationnement. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir une vraie réflexion à l'échelle du quartier sur où est-ce qu'on va trouver de façon intelligente du stationnement pérenne et durable. Et qu'on réfléchisse ça avec les habitants. C'est-à-dire que ça ne tombe pas d'un bureau tout d'un coup avec des solutions parfois qui sont mal fichues parce que les gens finalement ils vivent pas la réalité au quotidien. Et dans l'immédiat et à court terme, nous on propose que de façon provisoire, on rouvre et on gardienne le parking du match. Aujourd'hui le match sert à rien. Donc pour les soirs de concert, les soirs de prière à la mosquée, qu'on fasse un gardiennage. Franchement ça se fait ailleurs à Roubaix, hein. Il y a des parkings qui sont parfois surveillés près de la gare et tout ça. Nous, on propose, tant qu'on n'a pas étudié une solution vraiment pérenne et pratique, concertée avec les habitants, qu'on mette à disposition ce parking pour les soirs de concert, les soirs de prière, avec un accueil gardienné. D'accord, on va passer à la question de Léo qui est à la régie. Donc en fait, je voulais vous poser la même question que j'ai posée à monsieur Vermeulen, à tout à l'heure, en ce qui concerne la vie associative à Roubaix, puisque moi je suis secrétaire de l'association Sodan, qui est une jeune association. Et en fait, ma question ce serait si Slimane Tir est élu, quelle proposition il fera pour notamment intégrer les jeunes associations à la vie associative, ce qui est entre autres très difficile puisqu'on n'a pas vraiment d'aide au niveau de l'intégration, je veux dire au niveau de la vie associative, et également pour tout ce qui est problème de locaux et de subventions. Par exemple, nous aujourd'hui, heureusement qu'il y a un peu d'entraide entre les assos. On est hébergé par une autre association, donc qui est la Casa du Portugal, qui nous prête leurs locaux gratuitement. Heureusement qu'on en est là aujourd'hui, parce que sinon c'était au départ chez nous où on devait déranger nos parents. C'est un peu dur en fait à s'organiser, surtout quand on est une jeune asso et qu'on ne sait pas comment démarrer. Mais bon, on y arrive quand même grâce à une autre association. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez pour les associations de la ville? Merci. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est clair qu'il y a... Vraiment, c'est un truc qu'on ne peut pas reprocher à Roubaix, mais vraiment, il y a un dynamisme associatif qui perdure. Et ce qui est formidable, c'est qu'on n'est pas simplement avec les associations d'hier, c'est qu'il y a des nouvelles associations qui naissent, je ne vais pas dire tous les jours, mais telles que la vôtre. Et une ville qui ne saurait pas accueillir ce potentiel et cette envie de faire que représentent toutes ces nouvelles associations, c'est une ville qui se condamne elle-même, c'est une ville qui meurt, qui vieillit. Donc pour moi, c'est vraiment à la fois... je suis enchantée de voir ça, mais ça pose cruellement, ça montre cruellement qu'il y a un énorme problème sur les locaux qui sont disponibles pour les associations. Donc on voit bien ici la façon difficile dans laquelle le comité de quartier de l'Épeule est arrivé dans ces locaux, problème quand même qui est récurrent, difficilement résolu.
Moi, je suis pour qu'on recherche des conditions de mutualisation de locaux. Moi, je trouve qu'il y a plutôt une amélioration positive de ce qui s'est fait à la maison des associations, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de locaux, il faut pousser les murs. Donc, il faut retrouver des lieux comme ça, où on peut peut-être remettre ensemble un certain nombre d'associations, avec des locaux adaptés, puis avec des services communs, comme ça se fait à la maison des associations. Voilà. Et je souhaite aussi qu'on trouve une vraie solution agréable pour tout le monde, pour le comité de quartier de l'Épeule. Voilà, dans un bon esprit. J'ai dit de l'Épeule, bah, vous voyez, c'est mon quartier, c'est plus fort que moi. On va enchaîner sur la question de Marina. Bonsoir. Alors, moi j'avais une question. En fait, vous êtes donc résolument vert et vous faites beaucoup de propositions pour donc aménager des logements pour qu'ils puissent avoir des panneaux solaires, entre autres, pour avoir des énergies renouvelables. Mais vous ne pensez pas qu'au jour d'aujourd'hui, une ville telle que Roubaix ne pourrait pas avoir aussi un service de tri des déchets et de recyclage de ces déchets et commencer à éduquer ses habitants à trier leurs déchets, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est la base de l'écologie, quoi. Et j'aimerais bien savoir comment vous comptez mettre ça en place. Et, voilà, Ben moi, votre question m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'à Roubaix, on a pris un retard énorme. Le projet, en fait, on est tenu par la taille de la ville d'avoir notre propre centre de tri des déchets. Il doit se situer sur la friche Sokochim à Roubaix. Donc ça, on le connaît depuis 2001. Depuis 2001, on sait qu'on doit créer... C'est un centre de déchets en plus qui créerait une centaine d'emplois quand même. Donc c'est pas tout à fait inintéressant pour les Roubaisiens. C'est toujours pas mis en œuvre. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on a beaucoup poussé. Bon, je sais que mettre en place le tri sélectif à Roubaix, c'est difficile. J'ai conscience que la ville, elle est très dense, qu'il y a des petites maisons et que trinque-baller les poubelles, c'est pas la solution idéale. Pour autant, il va bien falloir y venir. On ne peut pas continuer à brûler des tonnes de déchets qui polluent, qui donnent le cancer. Est-ce que vous savez que dans la ville d'Halluin, les agriculteurs présents ont dû cesser toutes leurs exploitations tellement à cause de la centrale d'incinération, il y avait de la dioxine dans les champs et dans le lait des vaches. Donc ça n'est plus possible. Aujourd'hui, il faut qu'on trie nos déchets, il faut qu'on protège notre santé. Mais ce que je voudrais dire, et vous aviez raison en parlant de la sensibilisation, le meilleur tri des déchets, c'est les déchets qu'on ne produit pas, qu'on ne fabrique pas. Donc déjà, il faut à la source avoir le moins de déchets possible. Alors quand vous achetez dans les magasins, vous achetez un paquet de biscuits, et que dans le paquet de biscuits, il y a d'abord l'emballage en carton, qu'à l'intérieur, il y a l'emballage en cellophane, qu'après, il y a les petites barquettes dans lesquelles on vous met royalement de biscuits. Pour un gros paquet de biscuits comme ça, il vous reste une dizaine de biscuits. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Vous avez acheté, finalement, de la pollution, vous avez acheté les produits d'emballage et très peu de matières premières. Donc déjà, quand soi-même on achète, il faut regarder ce qu'on achète et avoir des choses qui utilisent le moins du temps de nos grands-parents ou de nos parents. On achetait beaucoup de choses en vrac. Les haricots, enfin il y a plein de choses qu'on pouvait acheter en vrac sans forcément avoir 36 000 emballages. Donc déjà, il faut de la réduction à la source. Il faut moins d'emballage autour de tout ce qu'on achète. Il faut que les enfants soient sensibilisés par des programmes adaptés dans les écoles. Et ça peut être aussi dans les centres sociaux. Il y a plein de lieux, ça peut être sur le lieu de travail. Il y a plein d'endroits où on peut simplement rappeler aux gens des choses. On peut faire des paquets de biscuits où ça sera moins cher parce qu'il y a moins d'emballage. Comme ça, les gens ont le choix. Ou ils prennent le paquet rutilant qui coûte cher, ou ils prennent celui moins beau, plus modeste, mais qui coûte moins cher. Il y a peut-être plus de gâteaux dedans. Enfin, je pense qu'il y a énormément à faire. Et puis, bon, le tri sélectif, il commence quand même à se mettre en place à Roubaix. Certains quartiers où c'est plus facile l'ont déjà, et le reste va suivre. Dernier point, il y a aussi tous les déchets verts. Donc, les déchets verts, c'est vos épluchures de légumes, c'est les déchets de jardin. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un jardin pour faire son propre compost. Donc, on veut mettre en place des points de compost dans tous les quartiers où on peut ramener. Et vous savez aussi qu'il existe des stations à compost qu'on peut mettre dans sa cuisine. Et c'est génial. Alors vous avez peut-être été écœuré, mais pourtant c'est très naturel, avec des petits vers de terre à l'intérieur, vous ne les voyez pas, il n'y a aucune odeur, et vous mettez vos épluchures. Et vous récupérez très rapidement, mais en fait, de la terre qui vous sert à faire vos rempotages de plantes. Et ça existe, qu'on peut mettre dans une cuisine. Et ça, c'est pas formidable? Enfin, moi je trouve. Justement, il faut sensibiliser plus la population à ces... On enchaîne sur la question de Philippe, qui, je rappelle, est le président du comité de quartier des Trois Ponts, qui fait partie du collectif. Bonjour. Donc ma question elle est simple, hein, je l'ai posée tout à l'heure aussi, c'est de savoir si au deuxième tour il devait y avoir une alliance. Est-ce que vous seriez prêt à faire une alliance et avec qui? La question qui fâche. C'est pas une question qui fâche, hein. Vous savez, les Verts ont toujours été très clairs. Je sais que ça plaît pas,
Mais les Verts ont un projet, on estime qu'on a un projet original à défendre. Et ce projet, il n'est pas totalement soluble dans le projet des autres. Donc je pense que quand on ne se présente pas devant le suffrage des électeurs, eh ben, en même temps, on ne présente pas son projet et on ne présente pas ses idées. Et nous, c'est une position qui est nationale. Dans toutes les grandes villes, dans toute la France, les Verts, au premier tour, présentent une liste autonome s'ils en ont les moyens. Les moyens, concrètement, c'est quoi? Savoir suffisamment de militants et être capable de présenter le nombre de colistiers et de faire la campagne, quoi. À Roubaix, on a ces moyens. On a beaucoup de militants. Ça fait longtemps que les Verts existent à Roubaix. C'est historique, la présence des Verts à Roubaix. Donc nous, on présente nos projets roubaisiens. Et après le juge de paix, ben, c'est les électeurs. Nous, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'est pas dans le secret des urnes. On espère simplement que par notre sérieux, par notre projet, par notre travail, on aura convaincu le maximum de Roubaisiens. Et puis qui verront aussi, et là je vais vous dire quelque chose dont je suis vraiment convaincue, moi j'ai regardé les programmes de tous les candidats. Pour moi, le projet du futur, c'est le nôtre. Il y a des projets qui sont très utopiques, très idéologiques, sur lesquels je me retrouve au niveau de la générosité des idées. Je pense que les gens qui m'ont précédé, je me reconnais dans beaucoup de leurs propos, dans beaucoup des choses qu'ils défendent, mais je ne les trouve pas réalistes dans l'idée de pouvoir agir. La particularité des Verts, c'est qu'ils se situent clairement à gauche, mais ils se situent aussi dans le désir d'agir. C'est-à-dire que nous, c'est pas être à gauche pour dire on va dénoncer le capitalisme, machin. C'est on veut démontrer qu'on peut transformer le monde et la société. C'est peut-être prétentieux, mais c'est possible. En tout cas, on veut le prouver par des actes concrets. Après, moi, le projet que présente René Vandierenne, non, moi j'ai regardé. Je trouve qu'il y a beaucoup de « il faut poursuivre, il faut poursuivre, il faut poursuivre ». En gros, depuis 25 ans, on va continuer de poursuivre à Roubaix. Et je trouve qu'aujourd'hui, les enjeux qu'on a devant nous, avec la misère, avec la politique dure de la droite à sarkozyste, avec le changement climatique, ne permettent pas de mener cette politique-là. Elle n'est pas suffisante. Ça ne veut pas dire que je jette tout ce qui est proposé, mais franchement, je pense qu'on n'est pas à hauteur des enjeux qui sont devant nous. Les enjeux sociaux de la population roubaisienne, les enjeux de l'emploi et les enjeux de la transformation écologique de la société. Donc je pense que c'est important qu'on défende notre projet parce qu'on va beaucoup plus loin sur plein d'aspects. Moi, je vous demande juste de faire l'exercice. Vous prenez le projet des différentes listes et vous regardez la partie prise en compte des projets écologiques dans chaque liste, et vous allez voir. Il y a des projets où on n'en parle même pas. Il n'y a même pas le mot mentionné. Tenez, celui de Max-André Pic, je ne sais même pas s'il y a le mot environnement dedans. Oh, peut-être qu'à la rigueur, il parle du parc Barbieux. Le parc Barbieux, ça fait consensus, hein, donc ça, peut-être ça ne doit pas trop le gêner. Il parle du Hulot. Il parle du... De Hulot. De Hulot. Ah, il parle de Hulot. Hulot doit j'allais dire se retourner dans sa tombe, mais non, il est bien vivant, heureusement. Mais je pense que ça le choquerait assez. Voilà, donc je pense que, je ne sais plus pourquoi, c'était quoi d'ailleurs votre question? Voilà, premier tour. Bah, bien sûr, premier tour, nous, on présente un projet, on discute avec les Roubaisiens. Nous, notre projet, on ne l'a pas fait en allant chercher des gens à droite. Ça n'a pas été la lutte des places. Nous, on a réfléchi sur un projet et on discute ce projet au porte-à-porte avec les Roubaisiens. Donc après, il y aura les résultats des élections, et c'est les résultats qui feront ce qu'on pourra faire ou ce qu'on ne pourra pas faire au second tour. Le maire de Roubaix a déclaré partout qu'il ne pouvait pas travailler avec les Verts. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, au conseil régional, je travaille très bien avec le Parti socialiste et mes collègues de la majorité. Il n'y a aucun souci. À la communauté urbaine, je pense que les Verts ont montré la capacité qu'ils avaient à sortir des gros dossiers, ne serait-ce que Slimane Tire avec le canal de Roubaix, mais je pense aussi à mon collègue Eric qui est sur l'eau, le dossier de l'eau quand même sur la métropole lilloise. Donc je pense qu'on est compétent, qu'on a fait nos preuves. Alors le résultat des urnes créera un rapport de force, soit il nous sera favorable, et puis nos alliés naturels éventuels que sont le PS, ils regarderont ça avec attention, et sinon on continuera notre petit bonhomme de chemin et on continuera à plaider notre projet au second tour. Voilà. Donc on va enchaîner sur la question de Mérouche, mais avant je rappelle aux téléspectateurs de ne pas hésiter à interagir à ce débat sur irc.free.fr, canal La Télé de Roubaix. Donc Mérouche, ta question. Oui, moi c'est par rapport à tout ce qui est santé, que pensez-vous des magasins bio qui vendent des trucs bio? Alors moi je trouve que... C'est cher, c'est très cher les prix. Oui, tout à fait. Alors le bio, c'est l'alimentation de demain. Moi j'aimerais bien que ça soit l'alimentation d'aujourd'hui. Alors nous, ce qu'on propose de faire, c'est de mettre en place, à travers les cantines, des repas bio. Et pas seulement des repas bio. C'est vrai que le bio c'est cher, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs bio. Mais on veut aussi mettre en place des circuits courts. Alors les circuits courts, c'est pas tout à fait du bio, mais c'est un lien beaucoup plus direct à l'achat avec les producteurs locaux.
On est quand même dans une métropole, je ne sais pas si vous le savez, mais la métropole lilloise, en termes de grande agglomération, c'est l'une des plus rurales de France. C'est-à-dire qu'il y a encore énormément d'agriculteurs dans la métropole lilloise. Il suffit d'aller à Sailly ou d'aller dans les villages alentours. Ces gens-là produisent. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place des circuits courts et directs du producteur au consommateur. Et le consommateur, quand on est dans une municipalité, c'est la commande publique, c'est les cantines. Donc ça, c'est aussi un moyen. Et moi, je ne désespère pas qu'un jour, on ait pu développer une agriculture suffisamment écologique et que le bio puisse devenir accessible. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'agriculture traditionnelle, elle fonctionne avec beaucoup de pesticides. Mais qui paie les dégâts de cette agriculture-là? Eux, ils engrangent les bénéfices. C'est ce qu'on appelle l'agriculture productiviste. Les prix du blé, ils montent et tout ça. Mais les dégâts sur la nappe phréatique, sur l'eau, qui est-ce qui est obligé de retraiter l'eau après? C'est nous, c'est nos impôts. Donc on a une agriculture qui engrange les bénéfices, mais nous, on engrange les dépenses à faire pour restaurer la qualité de l'eau, la qualité des nappes phréatiques. Donc l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui est durable. C'est-à-dire qu'elle ne cause pas ces dégâts à l'environnement, elle ne maltraite pas notre nappe phréatique. Vous dites que c'est plus cher, bio. Mais comme on mange moins, comme c'est du bon... Ah ouais, mais moi, vous pêchez une convaincue. Regardez, j'ai regardé il n'y a pas longtemps une émission à la télé, et c'était une émission de diététique, et il disait, mais attention, il y a le pain. Si vous prenez une tartine normale, vous en prenez 2. Et donc, il montrait des régimes. Si vous prenez une tartine de pain bio, attention, c'est beaucoup plus consistant, vous n'en prenez qu'une. Parce que c'était beaucoup plus nutritif. Voilà. Mais Rouge, tu veux toujours interagir sur ce point? Est-ce que vous êtes prêt à vous associer avec d'autres pays pour qu'ils puissent vendre leurs fruits et légumes? D'autres pays? De quel genre de pays vous parlez? Commerce équitable? Voilà, d'accord. Alors, oui, mais pas pour les fruits et légumes. Monsieur, regardez. À part la banane qu'on ne peut pas produire en France, donc on va quand même pas se priver de banane. Ça, c'est vrai que bon. Mais sinon, est-ce que vous trouvez raisonnable de faire venir d'Afrique du Sud des fruits qui vont dépenser un kérosène pour venir dans des avions? On va les cueillir verts. Ils vont faire un voyage dans des frigos, en avion, polluer la planète pour venir ici. Moi, je suis pour qu'on développe les productions locales. Et il est bien plus logique et bien moins onéreux pour la planète et pour tout le monde de consommer les fruits qu'on a dans son environnement et les fruits de saison. Moi, c'est ça que j'ai envie de défendre. Par contre, le commerce équitable, oui, bien sûr. Donc, le chocolat, le café... oui, il faut vraiment qu'on développe de façon privilégiée ces choses-là. Et ça, une municipalité peut faire quelque chose. Parce qu'une municipalité, quand elle reçoit, elle va proposer des limonades, du café, du chocolat. Ben, elle peut très bien acheter ses produits, des produits classiques, ou elle peut aussi encourager le commerce équitable. Mais après, il y a des personnes, par exemple, en France, ils veulent avoir des poulets allemands. Et en Allemagne, ils veulent des poulets français. C'est complètement idiot. Qu'ils aillent dans le pays, d'accord. Mais comme on tient chez soi, tout quand vous dites tous ces transports, toute cette pollution, c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Tout à fait. Oh ben, c'est l'histoire de la tomate qui est cultivée en Belgique, qui part en Espagne pour être conditionnée, et puis qui va finir sur les pizzas en Italie. Est-ce bien raisonnable? Il vaudrait mieux que la tomate des pizzas italiennes vienne d'Italie, et voilà, et que nous on consomme les tomates de Belgique. Ça coûte cher tout ça. Ça, c'est tous les camions qu'on a sur nos autoroutes. S'il n'y a plus de questions d'assistance, on va peut-être conclure en fait sur un micro-trottoir d'un jeune roubaisien qui fait une proposition pour occuper les jeunes. Je sais pas, moi je regarde plus intéressant que vous occupez des jeunes. Je sais pas, surtout pour les gens politiques. C'est une région de quartier pour qu'ils ne s'entraînent pas dans la drogue, tout ça. Je sais pas, vous ajoutez des trucs scolaires. Comme ça, c'est-à-dire à partir de 7h à 9h, les gens ils ont quelque chose pour s'occuper. Parce que la plupart des temps, maintenant, les gens ils font quoi? De 7h à 9h, c'est pas, ils sont dans la drogue, l'alcool, donc c'est pour ça qu'on a trop de problèmes dans ces quartiers-là. Et c'est le seul souci des gens qui sont ici. Donc ça veut dire que vous achetez des trucs scolaires, du soutien scolaire, quelque chose comme ça de 7h à 9h, ou surtout plus de trucs sportifs. Quelque chose pour pousser les jeunes, tout ça, sinon des trucs scolaires, ce sera bien organisé. Ça manque, je pense, à la rue de la Roubaix, il n'y a pas un truc il n'y a pas ces trucs sportifs et pas ces trucs scolaires. Soutien scolaire. Ça serait plus important pour les municipales et tout ça. J'aimerais bien que c'est ce point-là. Sur le sport, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, sur le soutien scolaire, il y en a déjà un peu. Il y en a aujourd'hui, il y a des associations, des centres sociaux qui en font. Nous, on propose d'aller beaucoup plus loin et on veut notamment créer dans tous les quartiers roubaix une antenne de la médiathèque.
Voilà, on pense que vraiment la politique de la lecture publique a été laissée à l'abandon dans ce mandat qui vient de s'écouler. Pourtant, ça faisait partie de nos priorités en 2001. On n'y est pas arrivé et pour nous, si on y arrive, ça sera vraiment notre priorité. Alors pourquoi je parle du livre et de la lecture? C'est parce que, allez faire un tour à la médiathèque de Roubaix, hein, vous allez voir le monde qu'il y a et surtout les étudiants et les lycéens qui viennent pour étudier parce qu'ils ont un endroit confortable, chauffé au calme, où vraiment c'est un peu feutré, en tout cas dans les salles d'études. Nous, on veut qu'il y ait des lieux comme ça dans tous les quartiers. Et qu'autour du livre, il y ait aussi des salles d'études. On puisse faire du soutien scolaire, on puisse faire l'heure du conte avec les petits, avec des animatrices. Vraiment que ça soit des lieux dédiés, des lieux de tranquillité déjà pour les enfants, parce qu'ils sont souvent dans une ambiance où ça crie beaucoup. Enfin voilà, qu'il y ait des lieux où on puisse vraiment des lieux dédiés au calme, à l'étude, à la tranquillité, avec des animateurs à travers des antennes de la médiathèque. Donc ça pourrait venir compléter l'offre qui existe dans les quartiers en matière de soutien scolaire. Donc voilà, peut-être un dernier mot, le dernier message que vous voudriez faire passer en guise de conclusion. Je pense que plus que jamais, on a besoin, je pense, des écologistes à Roubaix. Je pense qu'on a besoin des Verts. Je pense qu'on a besoin de gens qui ne sont pas dans une relation de complaisance parce qu'ils sont dans une majorité au maire. Alors c'est vrai que le maire nous trouve difficile à vivre, quelque part on en est fiers, parce qu'on est difficile à vivre, parce qu'on défend des idées qui nous semblent importantes pour les Roubaisiens, et ça on ne mettra jamais notre drapeau dans notre poche. Maintenant je pense que politiquement on peut avoir des désaccords, et après on négocie, hein, c'est comme partout, hein, on n'obtient pas tout, mais on peut faire un chemin ensemble. Aujourd'hui, la ville de Roubaix a besoin d'avoir des élus écologistes au conseil municipal, puis d'avoir peut-être une envie de transformer un peu plus importante que simplement l'envie de gérer, parce que les problèmes de Roubaix sont quand même aigus. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment remettre le Roubaisien, la Roubaisienne, au centre de la problématique. Et que les décisions ne soient pas prises de façon technocratique, mais qu'on fasse confiance aux gens pour discuter avec eux de ce qui est le meilleur pour eux. Et moi, je ne crois pas qu'un élu sait tout et peut tout. Je pense par contre qu'un élu est plus intelligent quand il fait avec les gens. Et je pense que quel que soit le projet, que ça concerne la vie associative, que ça concerne le sport, que ça concerne l'aménagement de la rue de Lille ou la politique du logement à Roubaix, je pense que les gens doivent avoir leur mot à dire. Ça ne veut pas dire que les élus se démunissent de tout pouvoir, mais simplement ils décideront des choses de façon plus intelligente, une fois qu'ils auront fait le bout de chemin avec les habitants et les gens concernés. Donc nous, demain, on veut une ville démocratique, inventive et créative, et pas une ville qui regarde dans le rétroviseur où on se dit on va poursuivre, on va poursuivre, on va poursuivre. On va poursuivre quoi? D'aller dans le mur? Non, c'est pas ça qu'on veut pour Roubaix. Merci Myriam Coe d'être venue répondre à nos questions. Merci à vous, public, d'avoir posé des questions et d'avoir réagi avec la liste ouvertement à gauche. Et merci aux spectateurs d'avoir assisté à notre débat participatif pour la campagne Je pense donc je vote. Alors vous pouvez nous retrouver vendredi pour les 2 derniers débats, donc vendredi à 18h avec monsieur René Van Direndonck pour la liste PS et à 20h avec Max André Pic. Voilà.